Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Nous entissons au grand de l'Église, et nos pauvres cas, nous n'avons pas de chemise. C'est nous les cavaliers, nous sommes connus. Bonjour, nous sommes le 1er septembre 2025 dans la bonne commune de la Noaille et nous allons parler aujourd'hui de la deuxième partie de la restauration de 1820 à 1830. 1824, c'est la mort de Louis XVIII et 1830, c'est l'exil, la révolution de juillet et l'exil de Charles X. Alors nous avons vu la dernière fois l'indépendance de la Grèce et comment la coalition militaire et navale française, anglaise et russe avait été venue à bout de la flotte ottomane et que les Ottomans ont été ensuite battus par les Russes à Andrinople et qu'en 1829, la Grèce avait été déclarée indépendante. Et c'était donc la fin du chapitre précédent. Et là, nous allons revenir un peu en arrière, puisqu'on revient en 1820, pour s'intéresser à la politique intérieure de la France. La restauration, en fait, évolue d'une manière qu'on pourrait appeler consensuelle, constitutionnelle, presque démocratique, avec l'influence de Louis-Philippe, jusqu'en 1820, 1820 qui est l'année de l'assassinat en février du duc de Berry, qui était le descendant des Bourbons, je ne reviens pas sur ces détails. Et donc cet assassinat a permis aux ultra-royalistes de contester violemment le régime trop consensuel, précisément, de Louis XVIII pour donner un coup de barre à droite et donc renforcer le régime sur sa partie oppressive et je dirais un peu policière. Bon. Alors Louis XVIII va être obligé finalement, qui ne veut pas le faire, mais il va être obligé de suivre un peu l'influence de son frère Charles X. Il va dissoudre l'Assemblée nationale pour une nouvelle élection législative pour avoir de nouveaux députés. Alors, la loi électorale institue, parce qu'ils sont conscients qu'il y a trop de députés libéraux à l'Assemblée nationale, qu'il faut mettre un coup de barre à droite, et donc avant les élections, ils décident, le roi Louis XVIII, influencé par les ultra-royalistes, une modification du système électoral. Jusqu'à présent, on avait un scrutin de liste. Alors, c'était un scrutin indirect avec un vote censitaire. Donc, les riches votaient, ceux qui payaient l'impôt. Et un scrutin de liste avait légèrement démocratisé ce vote censitaire. Bon, on pouvait barrer les noms et donc ça avait un aspect plus démocratique. Ce scrutin de liste va être supprimé et on va instituer ce qu'on appelle le double vote. Alors, le double vote, vous allez voir, c'est une expression assez scandaleuse aujourd'hui. Les riches votent deux fois. Voilà, en gros, ça revient à ça. Il y a un double collège électoral. Alors, qu'est-ce qu'un collège électoral ? Tout simplement, c'est l'ensemble des votants. Dans un système actuel qui est le système universel homme-femme, toute la population majeure de France vote, enfin les inscrits. Après, si vous ne voulez pas vous inscrire, c'est votre problème. Mais tous les inscrits votent, ce qui veut dire que le collège électoral représente la population majeure, hommes et femmes, d'un pays démocratique. C'est-à-dire toute la population à part les mineurs. Dans le double collège de la loi de juin 1820, il y a deux catégories de votants. Ceux qui paient l'impôt de 300 francs votent. Mais ceux-là font un premier vote dans lequel ils désignent, alors là en l'occurrence c'est 258 députés, c'est une partie des députés. Deuxième collège, c'est-à-dire deuxième assemblée de votants, c'est ce qu'on appelle le collège départemental à l'époque. Les 25% plus riches de ces électeurs au vote censitaire élisent une deuxième fois un certain nombre de députés, qui ne sont pas des députés de circonscription, qui sont des députés inscrits sur des tableaux électoraux que les préfets établissent, c'est-à-dire qu'il y a des volontaires. Les préfets établissent des listes de candidats à la députation qui n'ont pas de circonscription mais qui sont sur un tableau. Et ces candidats-là sont élus par les 25% d'électeurs les plus riches de France
et par département. Alors on pourrait se poser la question à partir de combien, puisqu'on avait 300 francs là. Là, il n'y a pas de comment dire, de niveau d'impôt, parce que ça dépend des départements. Il y a des départements riches où le cens va être très élevé, des départements moins riches où il va être moins élevé. Donc c'est les 25% plus riches, au-delà de 300 francs, qui votent une deuxième fois. Voilà. Et c'est comme ça qu'on obtiendra deux catégories de députés, les députés élus qui sont sur une circonscription et les députés élus sur ce qu'on appelle les tableaux électoraux. Cette loi électorale était censée favoriser l'élection de députés conservateurs, voire ultra-royalistes, puisque c'était les plus riches votaient une deuxième fois, etc., etc. Et en fait, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Le résultat de cette élection est paradoxal. Plusieurs paradoxes. On se rend compte que les riches ne sont pas forcément les ultras. C'est-à-dire que ce sont les constitutionnels modérés qui vont avoir une majorité, on va voir tout à l'heure l'Assemblée nationale, qui vont avoir une majorité. À l'image de Jacques Laffitte, le banquier le plus riche de France, ce sont des gens qui souhaitent un régime libéral. Donc on ne va pas les retrouver chez les ultra-royalistes, mais plutôt chez les constitutionnels. C'est-à-dire les partisans du régime constitutionnel de Louis XVIII. Ensuite, la gauche va quand même progresser, malgré ce système-là. Elle va passer de 30 à 80 sièges. C'est quand même paradoxal par rapport à l'intention du législateur au départ, qui était de favoriser un vote très conservateur. En revanche, à partir de 1820, et peut-être à cause de l'assassinat du duc de Berry, c'est quand même une politique antilibérale qui va être mise en œuvre. Donc on a une élection où on va vite voir, vous voyez, on passe de 258 députés à 430, mais sur les 430, il y a 172 qui sont inscrits, qui sont élus en plus sur les tableaux électoraux, donc ça ne veut pas dire qu'il y a plus de circonscriptions, mais pour autant l'équilibre politique reste sensiblement équilibré, donc, et même les libéraux progressent ici. On voit bien que le résultat électoral n'est pas celui qui était escompté, mais pourtant, on verra que la politique mise en œuvre va être, elle, beaucoup plus répressive et beaucoup plus autoritaire. Alors bon, très rapidement, les doctrinaires qui étaient les constitutionnels passent d'une majorité absolue ici à une majorité relative de 44%, ce qui est finalement pas catastrophique. Les ultra-royalistes, eux, passent de 35-65 à 37%, c'est pas un raz-de-marée, loin de là. Et les libéraux progressent de moins de 4% à 18%. Donc voilà un petit peu le résultat paradoxal de ce système à double vote. Les constitutionnels restent majoritaires. On verra que ça va finir par disparaître. D'autant qu'il y a ici, quand même, au niveau des votes, une porosité aussi bien à gauche qu'à droite. C'est le cas de cet extrême centre, hein, qu'on a d'ailleurs encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est que l'extrême centre peut négocier sur sa droite et sur sa gauche. Ce qui lui donne, dans certains cas, une majorité absolue, s'il le souhaite. Voilà. On retient quand même que les résultats, finalement, restent équilibrés, mais la politique mise en œuvre, on va le voir, va être beaucoup plus autoritaire. Là, je vous ai fait un petit schéma pour comprendre, ça viendra peut-être tout à l'heure parce qu'il y aura un découpage des circonscriptions, selon comment on découpe une circonscription, on obtient des résultats différents. Alors ça se joue à la marge. C'est pas un bouleversement des résultats, mais sur une opposition 48-52, on peut dire qu'on peut facilement inverser la tendance en faisant un découpage précis. Prenons un département avec 9 villes moyennes. Là, vous avez les 9 villes ici. Département de province où il y aurait 3 circonscriptions. En Creuse, on n'en a qu'une, vous voyez, donc un peu plus gros que la Creuse. 3 circonscriptions. Sur ces villes, aux résultats municipaux, il y a 3 villes qui votent à gauche, majoritairement, et 6 villes qui votent à droite, majoritairement. Si on les découpe verticalement, comme ça, on a un député de gauche et 2 députés de droite. Si on les découpe horizontalement, on a 3 députés de droite. Vous voyez, au niveau des résultats électoraux. Vous comprenez ? Non. Vous comprenez pas ? C'est compliqué, moi j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris. Oui, c'est... Donc, Voilà. Là, j'ai fait les circonscriptions. Si vous découpez comme ça, je fais abstraction de la géographie, là, hein, parce qu'après, il y a les contraintes géographiques. Si on découpe horizontalement, on met dans chaque circonscription 2 villes de droite et 1 ville de gauche, on obtient un député de droite, qui va être majoritaire. Et donc là, on aurait, dans ce cas-là, 3 députés de droite pour le même nombre de votants.
Donc selon comment on découpe, on favorise les résultats, mais je répète, dans une marge réduite, hein, quand on est sur 48-52. Si vous êtes sur 30-60, ça suffit pas pour modifier. Hein, voilà. Vous voyez, vous avez compris? Non, toujours pas? On passe. On passe. On y reviendra peut-être. Voilà. C'était juste pour montrer sur un cas très simple et très schématisé comment un découpage électoral, par des gens qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent, attention, hein, c'est pas fait au hasard, hein, c'est des spécialistes du découpage, on arrive à influencer les résultats. Il y a donc un deuxième gouvernement de Louis XVIII qui va se mettre en place. Le duc de Richelieu, dont on avait vu qu'il avait fait un bon travail de désendettement de la France, etc., revient chef du gouvernement. Le régime va se durcir avec un recul des libertés publiques. Élie Decazes, le pauvre Decazes, qui était ministre de l'Intérieur, va être rendu responsable de l'assassinat du duc de Berry. Et donc, il décide de démissionner, veut mettre fin à sa carrière. Louis XVIII ne veut pas, parce que Decazes était un peu le chouchou de Louis XVIII. Il aimait beaucoup Decazes, il avait raison. C'était un homme d'une grande probité et puis compétent. Alors, il reste à la Chambre des Pairs, mais lui, il arrête, il est jeune, Decazes, hein, et on a vu sa photo la dernière fois. Il met fin à sa carrière politique. Il est là, Élie du Decazes, le gendre parfait, le gendre idéal. Regardez comme il est beau. Et c'était en plus le chouchou de Louis XVIII, qui aimait beaucoup ce monsieur, c'est lui qui avait conseillé la première dissolution. Mais là, il est ministre de l'Intérieur, c'est le successeur de Fouché. D'abord à la police et puis ensuite à l'Intérieur. Et finalement, il préfère donner sa démission. Je pense qu'elle a eu raison, parce qu'avec les ultra-royalistes, la France va devenir ingouvernable. Alors, les mesures antilibérales, 15 mars 1821, censure de la presse est renforcée. Ça a évidemment contrôlé les journaux, c'était très important. La police va reprendre des missions de surveillance des gens. Des épurations dans l'administration et à l'université. Et par exemple, l'historien François Guizot, qui fera les beaux jours plus tard de la monarchie de Juillet, et le philosophe Victor Cousin se voient interdits de cours à la Sorbonne. C'est quand même un peu fort, quoi. Voilà. Et oui. Ah, ça revient, oui, parce que là, actuellement, moi j'aime beaucoup Gilles Kepel, qui est un brillant universitaire, a été interdit de cours, a perdu son poste à Sciences politiques, Sciences Po. Voilà, donc on est à peu près aujourd'hui dans la même tendance, sauf que c'est l'extrême gauche qui prend ces décisions. Voilà. C'est la liberté d'expression qui est toujours menacée dans ces cas-là. Et alors, plus grave aussi au niveau politique, c'est la dissolution de la garde nationale, qui avait été créée pour protéger le peuple. C'était une garde, une milice citoyenne dont le but c'était la protection du peuple sous la Révolution. La garde nationale, c'était la garantie qu'on n'allait pas faire au peuple parisien le coup des régiments étrangers qui allaient venir assiéger Paris. Parce que le duc de Brunswick, là, qui aux frontières en 91, 92, menaçait la France de venir faire une invasion, il y avait la garde nationale, commandée par ce bon Lafayette d'ailleurs, qui semblait être là pour protéger le peuple. Cette garde nationale était vraiment un symbole de la Révolution et elle va être dissoute. Je pense que c'est une faute, ça, de Villèle, en juillet 1827. Donc ça aussi, c'est très impopulaire. Et voilà comment ces mesures, malgré des résultats électoraux relativement équilibrés, les mesures sont quand même très antidémocratiques. Là, je vous ai refait un petit tableau que vous aurez dans le livre sur parce que c'est compliqué quand même, les gouvernements, comment ça évolue. Donc là, je remonte vous avez de 1815 jusqu'à la fin, jusqu'à 1830, ce sont les gouvernements de la Restauration, sur les deux règnes, Louis XVIII et Charles X. Alors déjà, sur les 3 colonnes, le ministère de la Police va être supprimé, ici. C'est Joseph Fouché qui était ministre de la Police. Fouché a été démis par Louis XVIII en 1815 et en plus il est recherché pour régicide. Donc Fouché, régicide, est condamné à l'exil. Il abandonne le ministère de la Police, il est remplacé par Decazes et ensuite il y a une fusion police-intérieur et Decazes se retrouve non pas ministre de l'Intérieur mais personnage très important au ministère de l'Intérieur sous la tutelle de Jean-Joseph de Saulle, qui n'a pas joué un rôle très important. Et ensuite, Decazes se retrouve à la fois à l'intérieur et chef du gouvernement. Ça se termine bien pour lui, sauf qu'arrive l'assassinat du duc de Berry, et donc là, démission de Decazes et nouvelles élections, c'est ce qu'on vient de voir.
que le duc de Richelieu était un constitutionnel, c'était un modéré, on va dire. Un modéré, comme c'était l'arrière-petit-neveu du cardinal de Richelieu, le grand cardinal de Richelieu, il avait l'oreille quand même des ultras. Il passait bien, le duc de Richelieu. On en avait dit du bien la dernière fois. C'était un homme qui avait fait du bon travail. Finalement, il démissionne pour être remplacé par un homme plus dur sur la droite, Joseph de Villèle. On va y venir. Donc ça, c'est la suite. Je n'y reviens pas maintenant. J'en profite pour faire un petit coucou à Joseph Fouché. Moi, j'aimais bien Fouché, malgré tout le mal qu'on en a dit. Alors, ça a été le mitrailleur de Lyon. Il était en mission à Lyon. Il faisait partie des représentants en mission qui ont été terriblement répressifs. Hein. Ils ont tiré sur la population au canon et au fusil. Mais c'était les ordres de Robespierre. C'était la terreur, ils étaient représentants en mission. Alors, voilà. Et quand il est revenu à Paris, on l'a vu ça dans la Révolution, Robespierre l'a convoqué pour lui demander des comptes. Et là, Fouché a compris que Robespierre avait décidé d'accuser les représentants en mission d'avoir appliqué la terreur sans vertu. Et là, il a eu peur, il a compris qu'il fallait se débarrasser de Robespierre, et il a manigancé Fouché avec ses acolytes, Collot d'Herbois et d'autres, pour faire tomber Robespierre. Fouché est à l'origine de la chute de Robespierre, à tort ou à raison, mais enfin, voilà. Parce qu'il a compris que c'était lui ou c'était l'un ou l'autre, quoi, qu'il allait passer à la guillotine. Ça, vous l'avez dans le truc sur la Révolution. Hein. Alors là, j'ai mis cette gravure de Fouché, vous voyez, c'est à l'ami, c'est-à-dire c'est une photo privée qui n'est pas libre de droit, mais je trouve que c'est une des meilleures représentations de la tête de Fouché, parce qu'il était comme ça, quoi. C'était un homme fin, secret, perspicace, malin, et là, je trouve qu'il est bien représenté au niveau graphique. Et Stefan Zweig, qui a fait une biographie de Fouché passionnante, c'est un vrai roman, a écrit que dans cette période terrible entre la Révolution et l'Empire, Fouché est le seul homme d'État qui a tenu tête à la fois à Robespierre et à Napoléon. Et c'est la vérité. Il a tenu tête aux deux. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un d'une grande dimension, hein, même si c'était le premier flic de France. Hein. Et Zweig écrit à son sujet que, après la chute de Fouché, l'insupportable tombeau du pouvoir, c'est d'être oublié. Voilà. Parce que Fouché va tomber dans l'oubli. Alors, il était duc d'Otrante, mais sous Napoléon, duc d'Otrante, il n'a jamais mis les pieds à Otrante, il n'avait pas de château là-bas. C'était un titre pour obtenir des faveurs, et notamment une rente impériale. Mais avec la chute de Napoléon, il n'avait plus ça du tout, et donc il se retrouvait, pas à la rue, mais enfin dépourvu de tous ces titres. Il meurt à Trieste, assisté par le petit frère de la famille Bonaparte, hein, Jérôme. Et avant de mourir, Fouché va brûler pendant 5 jours tous les papiers compromettants qu'il avait gardés, 5 jours. Et là, les historiens disent qu'on a perdu une source historique d'une valeur extraordinaire sur la Révolution, le Directoire et le Consulat et l'Empire, avec les notes de Fouché qu'il a brûlées avant de mourir. C'est bien dommage. Voilà. Alors, la descendance de Fouché va trouver un refuge en Suède, parce que Bernadotte, qui est devenu roi de Suède, était l'ancien maréchal d'Empire, il se connaissait bien, et Bernadotte a eu quand même la grandeur, la magnanimité d'accueillir la famille, et donc la famille de Fouché, indésirable partout en Europe, va se retrouver en Suède. Voilà. Chez Bernadotte, qui est donc devenu roi de Suède. Je voulais faire ce petit au revoir à Fouché. Alors moi, je trouve que ce sont des personnages historiques qu'on devrait... Alors lui et Talleyrand, par exemple, qui ont été très critiqués, mon Dieu, le vice et le crime. Moi, il me semble que pour enseigner l'histoire aujourd'hui, notamment à nos lycéens, on doit inculquer qu'on les aime ou qu'on les aime pas, l'existence de ces personnages qui ont joué un rôle fondamental dans leur vie. C'était des hommes d'État. Et c'est dommage que, voilà, plus personne n'en parle. Il me semble qu'on devrait restaurer l'histoire à partir de figures comme ça. Après, une fois que les gens ont l'information, ils sont pour ou contre, bon, très bien. Fouché, c'était pas un ange, hein, mais c'était un personnage indispensable dans la période qu'il a traversée. Il a quand même vécu la Révolution, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. 5 régimes différents. Hein. Voilà. Alors on passe à Villèle, qui va devenir le successeur du duc de Richelieu. Alors Villèle, c'est un homme de droite, pur et dur, mais qui a des qualités. Je ne devrais pas dire mais d'ailleurs, et qui a des qualités. Il est prudent et réfléchi, il a de la rigueur morale et un sens élevé du devoir. Et il se démarque, il est toulousain d'origine, Villèle, il se démarque des ultra-royalistes qui vont arriver, qui sont des fous furieux.
Des gens qui prennent leurs désirs pour des réalités. Ça va amener la révolution de 1830. Villèle n'est pas du tout comme ça. C'est un homme dur qui veut diriger la France avec autorité, mais il a une rigueur politique qui en fait pour moi un homme d'État quand même respectable. Il veut appliquer une politique financière rigoureuse, il veut rééquilibrer le budget, ce budget qui n'a jamais été équilibré d'ailleurs depuis très longtemps, malgré les tentatives, on avait vu, de Gaudin, etc., et même de son prédécesseur, le duc de Richelieu, avait déjà essayé de rééquilibrer le budget. Il veut financer des projets industriels par des fonds publics. Alors à l'époque, les projets industriels, par exemple, c'était l'aménagement du port de Cherbourg. C'était un des grands projets industriels qui était donc tout le commerce tourné vers l'Angleterre, hein, un grand port. Voilà, Villèle veut financer cela par des fonds publics. Donc il veut une politique volontariste, on dirait aujourd'hui keynésienne, hein, d'investissement de l'État dans l'économie et réduire la dette publique. Donc il a des qualités, mais il est à la fois en but aux libéraux les plus offensifs qui évidemment veulent un régime beaucoup plus libéral, parce que c'est pas un grand ami des libertés individuelles, Villèle, hein, il est pour serrer la vis à tout le monde, hein. Et il est en but aussi aux ultras qui sont extrêmement divisés entre eux et qui trouvent qu'il est trop libéral. Donc il ne peut pas gouverner la France comme il le souhaite, alors il va quand même rester longtemps, hein, de 21 à 28, donc il reste 7 ans quand même au pouvoir. On pense qu'il démissionne, victime de l'usure du pouvoir en 1828. Alors, oui, pardon, à propos de mes erreurs de date. Alors, j'ai fait des bons points, je le montre à la caméra. Tous ceux qui corrigent une faute, qui disent « Hop, là, tu t'es trompé, tu as une faute, hop, je donne un bon point. » Et ensuite, d'accord. Qu'est-ce qu'on a avec les Ah, vous avez une image. C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps, hein. Moi les bons points j'adore. Hein? Ah, vous aurez un portrait de Fouché pour. Voilà. Ah oui, mais c'était le bon vieux temps, hein. Alors moi quand j'étais petit, je prenais des images d'animaux tout le temps. Les instituteurs ils me gardent les disaient ça c'est pour Caravano, alors tous les coqs, les chiens, les chats, je prenais toutes les images d'animaux. Et les bouquets de fleurs, tout ça, je laissais ça aux filles et puis je prenais des images d'animaux. Les filles avaient beaucoup d'images, hein, tout le temps. Hein, elles sont plus sages. Elles étaient plus sages, oui. Bien. Alors, je fais quand même un petit aparté sur la charbonnerie, parce que, bon, il ne s'est rien passé d'important au niveau de la charbonnerie française dans les années 1821-1822, mais il faut quand même en dire un mot parce que ça a existé, et puis bon, c'est un peu étrange comme on ne sait pas très bien ce que c'était, donc autant en dire un mot. Ce sont des sociétés secrètes que la gauche, qui viennent de la gauche, hein. Quand les libéraux comme Lafayette, Dupont de l'Eure se rendent compte que les lois électorales et puis la pression des ultras les empêchent d'avoir un fonctionnement démocratique, ils se retournent vers des sociétés secrètes pour envisager l'usage de la force. Donc c'est la grande différence avec la franc-maçonnerie, parce que le fonctionnement est le même. On va le voir tout à l'heure, c'est des loges secrètes, c'est des codes secrets, des réunions secrètes, etc. Mais la franc-maçonnerie a pour objectif la réflexion intellectuelle, l'élévation personnelle, voilà, l'enrichissement. Hein. Elle n'organise pas de complot contre quelque régime que ce soit. Il y avait d'ailleurs des francs-maçons même sous l'Empire. Hein. Donc voilà, c'était pas. Alors que la charbonnerie, ça vient de l'Italie, je vais donner l'explication tout à l'heure sur les origines, a comme objectif clair le renversement du régime. Alors pourquoi charbonnerie? Parce qu'en Italie, c'était les carbonari, on les a ici, là. Alors pourquoi ça s'appelait les carbonari? Alors en Italie, ça a pris une dimension beaucoup plus importante qu'en France. En France, ça a été un feu de paille. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi les carbonari? Moi, je croyais, avant de vérifier, que c'est des gens qui se réunissaient dans les mines de charbon. Je me suis dit, bah, tiens, ils devaient se réunir. En fait, il y a du charbon, mais ce n'est pas les mines de charbon. En Italie, ils se réunissaient dans les forêts où l'on faisait du charbon de bois. Charbon de bois. Donc, on les appelait quand même les carbonari. Voilà. C'est des sociétés secrètes qui complotent. Alors, en Italie, ça a eu de l'importance parce qu'on va arriver à l'unité italienne, à la rébellion avec Garibaldi. Ça a eu une importance plus considérable qu'en France. En France, ça a été un feu de paille. D'une manière générale, en France, quand la gauche a conspiré, elle n'a pas été très dangereuse. On le voit déjà sous Napoléon, enfin sous le consulat, sous Bonaparte, dans les salons qui étaient plutôt libéraux, qui critiquaient l'évolution autoritaire du consulat, il y avait déjà une opposition de gauche,
mais qui a fait beaucoup de parlotte et peu d'actes, alors que les royalistes, avec Cadoudal, les Vendéens et des anciens généraux devenus royalistes, ont été beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, eux ont été guillotinés, comme Cadoudal. Les conspirations étaient beaucoup plus dangereuses lorsqu'elles étaient royalistes, parce que c'est des gens qui passaient à l'acte, que lorsqu'elles étaient libérales, parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, ça aboutissait rarement sur des cas concrets de rébellion ou de complots, concrets, voilà, ou dangereux. Alors, les charbonniers se réunissaient dans des cercles fermés, tenus secrets, donc c'est le système des loges maçonniques, sauf que là on appelle ça des ventes. Alors pourquoi des ventes? Parce que ils se réunissaient soi-disant pour des raisons commerciales. Donc ils appelaient leur réunion des ventes, mais en fait ils vendaient rien du tout. Et la haute vente, c'était le Conseil suprême qui dirigeait la charbonnerie française. Il y avait quand même 35 000 adhérents, dont des personnes célèbres, Lafayette, Dupont de l'Eure, je l'ai dit, qui étaient emblématiques, qui étaient là pour le décor un peu. Hein. Lafayette reste une figure symbolique, parfois ambiguë d'ailleurs. Dupont de l'Eure, lui, était plus impliqué dans la réflexion politique et la critique du régime. Voilà, donc c'était les deux personnages qui illustrent un peu la charbonnerie à cette époque-là. Mais c'est vraiment début des années 1820. Donc en bleu, j'ai mis des commentaires personnels. Je vous ai déjà parlé de cette première partie. La deuxième, pour que la gauche devienne dangereuse, violente, agressive, il faut attendre la période. Alors, elle l'a déjà été en 92-94, parce que la terreur, c'est quand même un mouvement qui vient de la gauche. Hein, les jacobins, les sans-culottes venaient de la gauche. Là, ça a été extrêmement violent. Ensuite, il n'y a pas eu vraiment de violence révolutionnaire jusqu'à ce que le marxisme arrive. Et là, on a eu de vrais révolutionnaires. Hein, on le verra avec la révolution d'octobre. Et puis un peu les anarchistes aussi, avec les attentats anarchistes. Là, on a eu à nouveau une gauche révolutionnaire ou anarchiste violente. Mais sinon, dans l'intervalle, on ne peut pas dire qu'il y a eu une organisation de gauche qui se soit démarquée par des actions violentes. Après, on dira que l'action révolutionnaire n'est pas l'action terroriste. Hein. Ce sera la différence entre les anarchistes et les marxistes. Alors, les marxistes ne sont pas des terroristes, ce sont des révolutionnaires. Voilà. Tout ça, on va en parler, ça va devenir intéressant hein, dans les séances à venir. Alors, il y a quand même une affaire qui a émaillé la charbonnerie, qui est restée dans l'histoire comme un triste souvenir. C'est les 4 sergents de La Rochelle. Bon, des braves gars, des grandes gueules, qui se sont fait remarquer, qui n'ont commis aucun crime, aucun délit, et à qui on a coupé la tête. Et oui. Alors, ils faisaient partie, ces 4 sergents de La Rochelle, d'un régiment qui était en garnison à Paris, le 45e régiment d'infanterie. C'était un régiment qui se disait clairement anti-royaliste et qui le faisait savoir. Donc, évidemment, c'était pas le moment, quoi. Je dirais, Louis XVIII étant sur le déclin, Charles X arrivant, c'était pas le moment de se faire remarquer. Il refusait de crier « Vive le roi », à telle enseigne que en raison de des mauvaises influences du quartier latin. Déjà, le quartier latin, depuis François Villon, hein, avait une mauvaise influence. Ce régiment est déjà déplacé à La Rochelle. Donc, ça aurait dû quand même inciter ces 4 sergents à faire un peu attention, parce qu'ils ont déjà été déplacés. Mais à La Rochelle, ils ont continué à se faire remarquer, à créer de l'agitation, à telle enseigne qu'ils ont fini par se faire arrêter. Ils ont été accusés de complot alors qu'ils n'avaient rien fait. C'était des grandes gueules. Ils ont été condamnés à mort et exécutés le 21 septembre 1822 à Paris. Et là, cette gravure, c'est les 4 sergents qui se donnent la main le jour où ils apprennent leur condamnation à mort. Alors qu'ils n'ont rien fait. Vous voyez, c'est quand même assez fou comme justice à l'époque. Donc on n'est pas loin d'un retour de la terreur. Ça rappelle le tribunal révolutionnaire des années 93, quoi, hein, voilà. Où sur la loi des suspects, on pouvait, sur suspicion, se faire couper la tête. Voilà. Ça illustre le régime répressif qui se met en place dans les années 1820 et ce que cette charbonnerie française a donné, finalement, peu de choses, si ce n'est ce symbole de ces 4 pauvres sergents de La Rochelle. Voilà. Ils sont des jeunes hommes, hein, ils ont 22, 23 ans, hein, voilà, 25 ans. Oui, alors Villèle se rend compte qu'il n'a pas le soutien nécessaire pour appliquer la politique qu'il veut. Il demande au roi une nouvelle dissolution. C'est la 4e ou la 3e dissolution. Là, je vous ai mis le rappel des dissolutions. Voilà. Ce sera les 4e élections, mais la 3e dissolution. Voilà. Et oui, ça va vite, là, à cette époque-là. Donc, Villèle refait des élections.
Ces élections marquent le triomphe, cette fois-ci, des ultra-royalistes qui obtiennent, alors là, vous voyez, 96% des sièges. Voilà. On appellera cette assemblée la chambre retrouvée par opposition à Louis XVIII qui avait parlé de la chambre introuvable en 1815. Là, pour se moquer de lui, c'est la chambre retrouvée. Donc, c'est le retour en 1815. Parce qu'il y avait, je ne vais pas remonter, mais il y avait déjà la même proportion en 1815 d'ultra-royalistes, qui était donc ingouvernable. Et donc, on voit que ça revient 9 ans plus tard. En plus, Louis XVIII est gravement malade depuis longtemps. Louis XVIII pèse 150 kilos, il ne marche plus, il a la gangrène, d'ailleurs ça se sent, parce qu'il y a des mauvaises odeurs, hein, voilà. Il se déplace en fauteuil roulant ou avec des béquilles, on l'appelait le roi fauteuil, le pauvre. Enfin, ça c'est. Alors, il n'y a aucune évaluation du poids, j'ai cherché, on ne sait pas combien pesait Louis XVIII, mais vu les photos, à mon avis, c'est entre 130 et 150 kilos, quoi, parce que il est énorme. Voilà. Alors, bon, ce pauvre Louis XVIII meurt en septembre, donc peu de temps après les élections, hein, donc ça fait un deuxième facteur aggravant par rapport à l'autoritarisme qui va se mettre en place. Parce que qu'on le veuille ou non, Louis XVIII était quelqu'un qui, quelque part, apaisait un peu les choses, quoi. Il a essayé de modérer un peu oui, c'est son frère qui va arriver. Il aura cherché en vain un équilibre politique, mais après la mort du duc de Berry, on sent qu'il laisse le pouvoir à Villèle, qui arrive en 1822, et en fait Louis XVIII ne dirigeait plus la politique de la France. Maintenant, c'est la France de la Restauration de 1824 à 1830, et c'est les 6 dernières années qui sont le règne de Charles X. Alors Charles X est ici, c'est un roi très pieux, qui est persuadé qu'il est désigné par Dieu. C'est le retour de la monarchie de droit divin, où le roi est convaincu qu'il est élu par Dieu, que donc il exprime la volonté divine. Voilà, on revient vraiment à l'ancien régime. C'est un roi qui n'est pas très intelligent, d'ailleurs il est marqué, c'est pas moi qui l'ai écrit, intelligence bornée et entêtement. Il considère que les modérés sont tous des traîtres, donc il veut foncer tête baissée vers une restauration ultra-royaliste de la monarchie. Et en fait, c'est lui qui va provoquer sa propre chute, parce qu'il va tellement être excessif et aveugle dans son action politique, aidé par un Premier ministre qui est exactement son double au lieu d'être un complément. On verra, Polignac tout à l'heure, que ça va amener tout droit la France à la Révolution. Alors, Villèle est encore là quand meurt Louis XVIII. Et les ultra-royalistes, là maintenant que Louis XVIII n'est plus là et que Charles X, qui est leur symbole, est le roi de France, vont maltraiter Villèle pour l'obliger à prendre des mesures que Villèle, lui, ne souhaite pas. Alors, par exemple, là on voit la bêtise des ultra-royalistes de 1825. Ils font voter une loi, la loi du sacrilège, pour punir de mort la profanation des hosties. Ça voulait dire, on crache sur les hosties, on les renverse par terre, on les piétine. Voilà. Ensuite, la loi sur le milliard. On voulait indemniser les émigrés qui avaient perdu leur propriété en fonction des revenus fonciers de la propriété quand ils l'ont perdu en 89. Donc ça a créé aussi un mécontentement populaire assez fort, et surtout la dissolution de la garde nationale. Ça aussi, ce symbole-là est fort. En même temps, alors, 2 projets de loi furent quand même abandonnés parce qu'ils ne sont pas arrivés à les imposer. Le retour du droit d'aînesse, qui était vraiment une des premières mesures abolies par la Révolution, et un projet de loi sur la presse politique qui voulait obliger tous les journalistes à les journaux à soumettre 5 jours avant leur publication tous les articles. Et donc cette loi n'a pas été appliquée. Mais on voit la tendance qui se dessine. Et alors là, Villèle est très mécontent, et en même temps, on va voir qu'il commet une erreur. Parce que Chateaubriand, qui était quand même la personnalité, on l'a ici quand même... c'est un ultra, c'est un royaliste, mais c'est un royaliste d'envergure, qui a de la... Voilà, c'est le seul avec Villèle, je pense,
qui n'est pas un imbécile dans cette affaire, quoi, parce que l'équipe de Charles X et de Polignac, c'était vraiment catastrophique. François-René de Chateaubriand incarne, je dirais, le prestige un peu de la royauté, peut-être aussi, après il faut approfondir la légitimité, hein, il a parlé du génie du christianisme, donc il pense ce que peut être l'héritage chrétien dans la politique française, qu'on soit d'accord ou non, il le fait d'une manière avec de la hauteur, je dirais. Donc Chateaubriand est un personnage très, très important, il est ministre des Affaires étrangères, il rayonne par sa culture, hein, par son charisme. Et Villèle ne l'apprécie pas parce qu'il trouve que d'abord, alors Chateaubriand est beau, Chateaubriand est brillant et intelligent, Villèle fait des complexes par rapport à Chateaubriand. À la fin, il finit par s'en défaire. Oui, non, mais ça s'est passé comme ça. Hein. Il finit par s'en défaire. Il le trouve ambitieux et trop indépendant. Il ne l'écoute pas. Donc, il le licencie, hein, de son gouvernement. Chateaubriand est très vexé parce qu'il pensait ne pas mériter du tout ce traitement, parce qu'il était loyal vis-à-vis du gouvernement Villèle. Il passe dans l'opposition à Villèle. Et donc Villèle, en excluant Chateaubriand de son gouvernement, crée une opposition qui n'existait pas et qui va diviser les ultra-royalistes entre pro et anti-Villèle. Voilà. D'autant qu'il a derrière lui, il n'est pas tout seul, il a Guizot, hein, qui est aussi un client. On va voir que Guizot est un homme de grande valeur aussi. Avec l'initiative de Guizot, ils obtiennent la réintégration dans le corps électoral de 15 000 électeurs qui avaient été oubliés sur les listes. Donc on faisait un peu ce qu'on voulait au niveau des listes. Il y avait 90 000 votants, donc 15 000 électeurs, ça faisait beaucoup en proportion. Hein, voilà. Villèle finalement s'entête. Il n'accepte pas la rébellion de Chateaubriand. Il n'accepte pas qu'il y ait une opposition officielle à lui-même dans le parti ultra-royaliste. Et il propose de nouvelles élections. Allez, encore. Oui, alors 15 000 électeurs, c'était 16% du corps électoral. Hein. Ça faisait beaucoup. Hein. La scission de Chateaubriand va diviser la droite et engendrer ce qu'on va appeler une contre-opposition royaliste. C'est-à-dire les ultras vont être divisés en deux. Il y aura les pro-Chateaubriand anti-Villèle et puis les autres. Ce qui va affaiblir beaucoup Villèle. Je vous ai mis une petite biographie de Chateaubriand, qui est tout à fait littéraire. C'était le modèle de Victor Hugo. Hein. Il disait « Je veux être Chateaubriand ou rien, Victor Hugo ». Donc Chateaubriand était vraiment un homme qui était pris comme modèle à son époque, par les jeunes génies de la littérature déjà à cette époque-là. Alors Villèle attend des élections un renfort, mais il se trompe parce que cette fois la nouvelle majorité va lui être hostile. Hein. On a toujours des ultra-royalistes majoritaires absolus, mais avec une contre-opposition ici qui affaiblit complètement le courant ultra-royaliste dont Villèle est issu. Vous voyez, Perplexity, là c'est la source à laquelle j'ai trouvé les chiffres, c'est l'intelligence artificielle. Il y a ChatGPT et Perplexity qui sont très bien, et donc je vais de l'une à l'autre. Non mais c'est bien, moi je suis abonné. Hein. Vraiment, c'est une source de... C'est Jérôme qui m'a incité à y aller. Pour moi, c'est tous les gens qui font de la recherche, c'est devenu indispensable. En plus, il cite toutes les sources. Donc je trouve que c'est vraiment assez sérieux. Quoi. Ça complète ton travail. Ah oui, ça complète. Oui, tout à fait. Et puis ça va vite. C'est-à-dire qu'on trouve en 10 secondes ce qu'on mettrait 2 ou 3 heures à trouver, quoi. Voilà. Donc voilà la nouvelle représentation parlementaire. Évidemment, Joseph de Villèle donne sa démission à la suite de cette élection. Il n'accepte pas, et donc voilà, c'est la fin de son... Il aura été 7 ans chef du gouvernement. Charles X, dans un premier temps, va nommer un modéré à la place de Villèle, le vicomte de Martignac. Alors vous voyez, Martignac, ça fait 4 lignes, le pauvre. Là, on arrive à la pause. Là, voilà. Ça fait 4 lignes parce qu'on a parlé de l'intermède Martignac. Et oui, Jean-Baptiste Gué, vicomte de Martignac, était un modéré qui avait une vision, je dirais, raisonnable de la gestion du pays. Il se rend compte de la situation épouvantable, donc, qui est complètement ingouvernable, et il démissionne en août 1829. Donc il reste quand même de janvier 1828 à août, c'est 18 mois quand même. Mais pendant ces 18 mois, il ne fait rien. Et finalement, il a l'intelligence de se retirer à temps, parce que la révolution arrive, et il n'y est pour rien. Voilà. Donc Martignac, on pourrait en parler, mais bon, ça n'a pas joué de rôle important. Et va arriver le ministère Polignac, ça on va faire la pause d'abord, et là vous allez voir que
les choses vont se compliquer en France. Voilà, nous avons terminé la première partie et nous faisons la pause.